Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Chers amis, bonjour. Merci de nous retrouver avec un petit peu de retard, on s'en excuse. Nous sommes là au rendez-vous pour vous accompagner durant 1 heure et passer en revue l'actualité de la semaine, encore une fois. Alors, les comptes offshore grossissent, les comptes officiels se vident. Y a-t-il une corrélation entre les deux ? L'un ne peut pas être pensé sans l'autre, ça c'est certain. Société offshore et compte bancaire au nom de l'épouse de Cheikh Ibrahili, l'ancien ministre de l'énergie. Tous les deux ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par l'Algérie, puis retiré, rappelons-le. Est-ce la fin de l'opération Zawiya, comme dirait notre ami Saïd Jafar, qui est absent ce matin? Un petit clin d'œil. La plus grande banque publique algérienne, cliente du cabinet panamien, au secours l'économie. Je vous laisserai le soin des chiffres, messieurs, des 2 premiers mois de l'année qui donnent froid dans le dos. L'année de disette sera-t-elle 2017, ça rime bien, mais bon, ça, c'est possible puisque quelques experts le pensent. Est-ce que c'est votre avis? On en parle. Nous avons des spécialistes ce matin en économie. Hassan Hadouche, journaliste spécialiste en économie, est avec nous ce matin. Bonjour Hassan. Bonjour. Il y a aussi Al-Qadi Hassan, responsable du site spécialisé en économie Maghreb émergent. Bonjour Hassan. Bonjour Hassan. Bonjour. Et puis, il y a aussi les sites d'information renforcés ce matin, les sites web d'information renforcés ce matin, avec Tarq Hafid, d'Impact 24, responsable du site d'Impact 24. Nous allons être rejoints dans un petit moment par Abdou Samar qui arrive, responsable du site Algérie Focus. Et puis il y a également Abd Sharaf, auteur, journaliste, chroniqueur. Bonjour. Bonjour Abd et merci d'être là, messieurs. On va faire le tour de table comme d'habitude pour avoir votre avis sur ce qui vous a marqué cette semaine. À commencer par toi, c'est Hassan. Bon, certainement, ce qu'on a présenté comme un dérapage des dépenses publiques, des comptes publics, oui. Je pense que oui. Bon, je pense c'est une information qu'il faut relativiser certainement, mais bon, elle n'est pas, anodine, oui. On va en parler, on va revenir là-dessus. Hassan. Plusieurs choses. La plus dramatique, c'est encore l'attentat d'hier à Bagdad, 90 morts. On est toujours dans la traînée de l'invasion du Irak de 2003. Comme quoi les décisions politiques peuvent créer des drames sur de très longues durées et les peuples et les électeurs n'ont pas toujours la main sur ces processus-là. Oui. C'est dramatique. Tarq. C'est le ministère de la Communication qui s'est offert les services d'un avocat rayé du barreau dans le cadre de l'affaire Al-Khabar. C'est la deuxième erreur du ministère de la Communication. Oui. La première, en un mot, première, c'était d'introduire le référé pour demander l'annulation de la transaction. Or, un référé ne se prononce pas sur le fond, il se prononce sur la forme. Ils auraient dû demander juste la suspension. Ça fait 2 erreurs pour la même procédure en l'espace de 10 jours. L'affaire est renvoyée au 24. Oui, Abed. Je ne sais pas si on en a parlé, c'est le Brésil et le Venezuela. Oui. Le Brésil, une grande dame, une résistante qui a été torturée par des militaires, qui est aujourd'hui renversée par une caste militaire totalement corrompue. Totalement corrompue. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce qui se passe au Brésil. C'est choquant, c'est vraiment choquant. Ouais. J'ai pas vu les dernières informations hier, le Sénat devait se prononcer. Elle est perdue. Elle est perdue, c'est vraiment triste. Ouais. Et le Venezuela qui ne s'en sort pas bien non plus et qui a de gros problèmes comme l'Algérie. On va voir comment les choses vont évoluer pour ce pays. C'est une caste corrompue qui veut en finir avec un président démocratiquement élu. Voilà, on a fait le tour. On va rentrer dans le vif du sujet. Des sociétés créées au Panama au nom de Najat Arafat, l'épouse de Cheikh Ibrahili, pour gérer des comptes en Suisse, transférés au nom de Omar Habour, un nom que l'on connaît, qui a déjà été cité dans les affaires de Sonatrach, Saipem. Et il est inculpé. Il est inculpé, associé d'Ahmed Bidjaoui, rappelons-le, sur le versement Farid. De Farid Bidjaoui, oui. Sur le versement de près de 200 millions de dollars de pots de vin en échange de contrats. Alors, la Suisse, on peut le rappeler ça aussi, la Suisse où les commissions rogatoires avaient été
justement ouvertes. Les connexions sont là, on les a, et les preuves de culpabilité de Chakib Khalil aussi. Alors, est-ce qu'on peut faire un détail qui est un peu gênant? Posséder des comptes dans des banques offshore, c'est pas un délit. C'est pas ça qui est condamné. Il faut qu'on fasse la distinction entre des gens qui ont des comptes dans des banques offshore et l'intention qui se cache souvent derrière ces comptes. Donc, il faut qu'on fasse une distinction. L'affaire Panama Papers, dans la manière un peu brutale dont elle est gérée, dont elle est médiatisée, quel est cet amalgame? Il faut faire la différence. Alors la différence a peut-être été faite. Hassan, qu'est-ce que tu en penses? C'est la provenance des Ouais. fonds qui alimentent ces comptes qui est problématique. Et le plus souvent, les gens qui créent des comptes offshore ou des sociétés écrans, c'est pour essayer de cacher à une source donnée les fonds. En général, c'est soit de l'évasion fiscale, soit de l'argent de la corruption. L'un allant souvent avec l'autre. Oui, moi, je voudrais ajouter que ce qui est frappant à propos des Panama Papers, c'est qu'en fait, les Algériens sont très peu impliqués. C'est-à-dire qu'on a trouvé une vingtaine de noms algériens. C'était un petit peu le même phénomène avec SwissLeaks. On avait trouvé... Non, c'est une erreur, ça. Ouais, il y a plus que 20. Parce qu'en fait, l'approche de Panama Papers, c'est pas par la nationalité. C'est par l'adresse de résidence de celui qui a le compte. Quelqu'un comme Abdeslam Bouchouareb, je suis content de pouvoir l'évoquer à nouveau ce matin parce qu'il est en train d'échapper entre les gouttes. Le ministre de l'Industrie s'était inscrit comme résident dans un pays européen. Donc il n'est pas sorti dans les listes des Algériens. Voilà, donc c'est pas la résidence. Et on peut dire que la grande majorité des Algériens donnent des adresses à l'étranger. Donc ils sont pas... les Khalil, c'est pas une adresse algérienne. Donc 21, c'est les naïfs qui ont donné leur adresse en Algérie. Pour revenir... Comme la BEA. Absolument. Absolument. On peut même aller plus loin et supposer que les 22 ados, ce sont des gens qui ont pensé tout bêtement aller dans ces comptes pour ne pas trop payer d'impôts. Parce que c'est ça aussi les comptes offshore. Le Libéria pour le pavillon maritime. Il y a des combines pour payer moins d'impôts. Bon, si les gens trouvent des combines, tant mieux. Alors, passons là-dessus si vous voulez bien, parce on tient quand même l'os, hein, il faut le dire. On parle de l'affaire Sonatrach, on parle de Chakib Khalil, et on se dit maintenant que les preuves sont là et on les ramasse. Elles sont importantes. Est-ce que ça suffit pour... En fait, Sohila, les preuves sont là depuis longtemps. Elles sont au tribunal d'Alger depuis longtemps. Il n'y a absolument rien... Là, c'est où? Là, on a à Alger. Alger au tribunal. On est dans l'affaire Khalil. On est dans l'affaire Khalil. On est en plein dans le dossier. Il faut définir où. Oui. Alors, on est dans l'affaire Sonatrach 2 et on est dans le dossier qui a justifié le 13 août ou le 12 août 2013 le mandat d'arrêt contre Chakib Khalil, son épouse et ses enfants, et ses 2 fils. Les éléments sont là. Ils étaient verrouillés, puisque la présidence, le clan Bouteflika, a repris la main sur le processus judiciaire et on a bétonné ces éléments-là. Or, ces éléments-là sont venus par des enquêteurs, sont passés par, en gros, l'appareil du DRS pour ce qui est de l'Algérie, d'autres sources à l'étranger. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que tout le monde se regardait en disant combien de temps Chakib Khalil va pouvoir courir en disant j'ai été victime de persécution et pouvoir dire sur les plateaux de télévision moi je suis comme les 4000 cadres algériens qui ont été... Voilà. On se posait cette question-là. Maintenant, la nouveauté pour ce café presse de ce matin, c'est que sur les dernières 48 heures, il y a 2 papiers, l'un sur Algérie patriotique, l'autre sur Maghreb émergent ce matin, qui apportent des éléments qui existaient mais qui n'étaient pas rendus publics sur le fait que l'argent, les commissions de Saipem finissaient en dernière instance chez les Khalil, chez Chakib Khalil. Ça finissait chez Chakib Khalil. C'est ça qui est public. On va prendre les volets un par un. Ces éléments étaient où? Ils étaient, d'après toi, dans un dossier d'enquêteur au tribunal. Ce qui signifierait que ce qu'a dit le procureur Zarlami était vrai. Zarmati était vrai, était fondé sur des dossiers. Ce qui signifie que ceux qui ont attaqué Zarmati récemment sont coupables de forfaiture. Ceux qui ont dit qu'il a menti ou qu'il a monté des dossiers, etc. Ces gens-là, il faut reprendre les déclarations de presse, il faut les reprendre un par un
ces gens sont passibles de tribunaux. Il faut que M. Zermati les attaque en justice. Il ne faut pas trop compter. C'est un peu comme M. Mourad Mdelsi qui se prononce sur l'incapacité du président. Le vent tourne dans ces histoires. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait pas plaisir d'entendre Abed Sharif parler de justice et dire qu'il faut que la justice fasse son travail. Moi, je suis bien contente ce matin. Il faut aller sur parce qu'on évolue. Il faut aborder les sujets de manière technique. Donc, on reste sur ce dossier-là. Ces éléments, aujourd'hui, sont où quand même ? Il y a quelque part, physiquement, ils sont... Chez le procureur général, logiquement. Puisque depuis que le DRS a été... si des gens du DRS ou de l'ex-DRS, comme dit Hussein, les ont sortis, ça veut dire qu'ils seraient en mesure de nous dire où ils sont. Oui. Donc, les choses avancent. Oui, absolument. Alors, le système de défense de Khalil, c'était de dire jusqu'à aujourd'hui... oui, je connais Farid Bjaoui, il ne peut pas le nier, il a rencontré avec le patron de ENI à Paris dans un hôtel. Oui, je connais Omar Hbour, c'est un ami de 50 ans, ils ont 77 ans tous les deux, Ndroma, Oujda, c'est son homme d'affaires, mais bon. Ils peuvent gagner de l'argent sur des contrats Saipem, etc. Mais moi, j'y suis pour rien. C'était sa ligne de défense jusqu'à maintenant. Là, voilà. Les éléments qui sont en train de sortir montrent que l'argent de Saipem arrive jusqu'à chez lui via la chaîne Saipem vers Pearl Partners, l'entreprise créée à ce de Farid Bjaoui et domiciliée donc à Hong Kong et à Singapour, qui reprenait 3% de tous les contrats signés par Saipem en Algérie entre 2007 et 2010, ce qui au total a fait 197 millions d'euros. Je rappelle que c'est de dollars. Je rappelle que c'est les rétrocommissions de ces 3% vers l'Italie, vers des responsables de ENI Saipem, c'est ces rétrocommissions qui ont déclenché l'enquête italienne. Les Italiens ne s'intéressaient pas aux Algériens, ils s'intéressaient aux responsables chez eux qui ont touché des rétrocommissions sur des contrats sur l'Algérie. Et donc cette filière continue et va via Habbour, principalement via Habbour, vers Chakib Khalil. Et nous, l'information qu'on a donnée, qu'on avait depuis un mois, qu'on a hésité à sortir tout de suite parce que le contexte était difficile et parce qu'il fallait vérifier, parce qu'il fallait prendre le temps des recoupements, c'était que Madame Najat Arafat Khalil avait un sous-compte sur le compte principal qui recevait l'argent de Saipem. Un sous-compte, c'est nous, Interface Média, on a un titulaire principal d'un compte bancaire et quelqu'un qui a un sous-compte, c'est-à-dire qui a un ayant droit pour utiliser le compte également. Voilà, mais le premier qui ouvre, voilà, il a aussi sa signature sur le compte, donc il peut manipuler le compte directement. Madame Khalil avait manipulé les comptes 34,3 millions d'euros qui sont venus de l'entreprise Pearl Partners, qui a été la récipiendaire des 3% des contrats Saipem en Algérie. Donc voilà, ça c'est une information qui est maintenant livrée, elle est libre au public. Ce qui va se passer après, c'est un autre débat. Alors je pense qu'il est important maintenant de rappeler la lettre de l'ex-ministre de la Justice, Sharfi, dans laquelle il dit que Saïd Dani est allé le voir pour lui demander de faire en sorte d'extirper Chakib Khalil et les membres de sa famille du dossier son attraque de... Le Sharfi n'est pas n'importe qui, il a été quand même ministre de la Justice, c'est un magistrat de profession, de carrière, donc il peut quand même pas raconter n'importe quoi. Quelqu'un d'autre l'affaire Sonatrach 2, Chakib Khalil est lié directement dans l'affaire Sonatrach 2. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Chakib Khalil à la tête du département de l'énergie et des mines jusqu'à son départ, il n'y a pas eu que Sonatrach 2. Il y a eu d'autres affaires, il y a eu d'autres enquêtes. Simplement, il me semble que le DRS a transmis uniquement une partie infime de ce qui est reproché à Chakib Khalil dans tout ce qui est détournement, dans tout ce qui est corruption. Quand tu dis il y a d'autres dossiers, tu penses à quoi? Je pense déjà, Saipem, en fait, le système dans Saipem, ce n'était pas uniquement de pouvoir bénéficier de fonds occulte dans l'attribution des marchés, mais il y a aussi toute la partie sous-traitance. Il y a des sociétés qui appartiennent toujours au Khalil, qui étaient chargées de réaliser les projets pour le compte de Saipem. Et il y a notamment deux sociétés, une libanaise et une syrienne, qui existent toujours, qui sont toujours actives, et dont les Khalil avaient
avait des actions. Oui. Nous venons d'être rejoints par Abdou Smar. Je l'annonçais. Désolé pour le petit retard. Il n'y a pas de souci. Nous sommes contents de t'avoir avec nous autour de cette table. Nous sommes en train de revenir sur l'affaire Khlil, les dernières révélations. Tu as jeté un coup d'œil sur toutes les informations, les dernières informations qui ont été révélées. Franchement, sur l'affaire Khlil, je pense qu'elle est énormément politisée. Il n'y a pas eu un travail d'investigation sérieux. Il suffit juste de faire un travail d'investigation et de comprendre. Oui, ce monsieur était à la tête du ministère des Affaires étrangères. Il doit absolument nous expliquer. Sa place n'est pas dans les zaouïas, c'est sûr. Il faut qu'il y ait un tribunal, il faut qu'il y ait une justice indépendante qui enquête. Mais d'autre côté, on a vu des révélations dans la presse qui ne sont pas réellement fondées sur quoi, sur je ne sais pas. Moi, franchement, je me méfie énormément de cette affaire, de ces interprétations. Les faits sont quoi? Les faits qu'il était ministre. Il y a une entreprise libanaise, tout à l'heure tu fais, je pense, allusion à l'OGEC, c'est ça, dont Khaled Boujaoui était impliqué, etc. Il y a des faits sur lesquels il faut se pencher, mais franchement, il y a tellement de politisation, ce traitement a été tellement politisé qu'on ne sait plus quoi penser. La seule solution, c'est qu'il y ait un procès équitable, ce monsieur se présente, une véritable enquête. Bon, est-ce qu'on est prêt pour ça? J'ai pas l'impression que le pays est vraiment prêt pour ça. Ouais. La justice n'est pas prête pour ça, ça c'est certain. Et il y a eu de nouvelles révélations ces dernières 48 heures, comme disait tout à l'heure. Je ne savais pas qu'Abdou Smar était passé dans le camp présidentiel entre-temps. Ça va vite dans la presse électronique. C'est le propre de la presse électronique, mais bon, enfin, je suis passé dans aucun camp, mais je me méfie. Je me méfie. J'ai appris. Dans le passé, il y a eu beaucoup de cadres qui sont entrés en prison, et tu le sais très bien, tu bien pensé. À la fin, on a vu qu'ils étaient innocents. Abdou, il faut être sérieux, Attendez, il faut être sérieux. J'ai pas dit qu'il était innocent, je lui dis que j'ai pas des faits. Abdou, sur lesquels je me suis basé jusque-là, c'est les révélations de la justice italienne, de la justice étrangère. Là où il n'y a pas de risque. Ce qui nous parvient, nous, c'est vraiment c'est infime. Et en plus, on n'a pas les moyens de vérifier. Par contre, ce qui vient d'Italie, par exemple, c'est du costaud, c'est balèze. Il n'y a rien à dire. C'est suffisant. Alors, si vous pouvez rencontrer dans un hôtel des représentants de Saipem. C'est réel, il y a des lobbyistes qui rencontrent des ministres à travers le monde entier. Est-ce qu'on a eu la preuve par A plus B? Moi, j'ai cru lire autre chose quand même que la rencontre dans un hôtel. Alors, je crois qu'il y a ici aussi des journalistes qui ont leurs propres informations et qui ont bien évolué sur le dossier. Chekib Khlil, victime d'une cabale politique, et c'est cette idée que le pouvoir et lui-même essaye d'incruster dans la tête de l'opinion ou chez l'opinion, nous rappelle en tout cas que les enquêtes du DRS étaient effectivement la source des tensions. Jusque-là. Et le DRS avait le dos orange. Alors moi, je vais prendre un risque colossal. Hein. Moi, le document que j'ai consulté, c'est un document qui on peut être... la dernière fois que j'ai parlé comme ça s'est très mal terminé parce que le général à la retraite Ben Hadid a quand même été en prison. Je l'avais prévenu de ce qu'il disait. Pouvait prêter à conséquence. Donc ça peut être interprété comme une fuite dans un dossier, donc fuite sur dossier d'instruction. C'est un rapport de commission rogatoire. Ouais. C'est un rapport de commission rogatoire. C'est-à-dire c'est une enquête judiciaire. Voilà. Où apparaît en bonne place donc c'est le nom de Mme Khlil manipulant un compte de 34,3 millions de dollars qui ne permet pas encore à Abdou Smar de comprendre que l'ex-ministre de l'Énergie est un très grand corrompu. Bon, le problème n'est pas là. On a manipulé où exactement? Dans quel pays? Dans quelle mesure, tout est sur l'article ce Maghreb émergent de ce matin. Donc la question, c'est de savoir, en réalité, nous on commence à s'habituer. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la feuille de route de Khlil? Oui. Est-ce qu'il va cesser réduire la voilure, etc. Et c'est vrai, c'est maintenant de ce côté-là que le débat va porter. Parce qu'on est rentré, de mon point de vue, dans une phase de contre-attaque de ceux qui ont conduit l'enquête, de leurs amis politiques, qui considèrent que ça suffit. Écoute, là, c'est la grande difficulté. Parce que dans tout ce dossier, finalement, le fait de révéler que Mme Khlil a manipulé des comptes, et a été prise la main dans le sac, ça va impliquer quoi? Est-ce qu'il y a une justice qui va fonctionner? Il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'ai pas de lien avec cette dame.
Mais Hassan a un autre point de vue. Hassan a fait une lecture de la photo du couple Khalil. Lui pense que non. Donc, moi, je pense voilà. Est-ce qu'il va y avoir une justice qui va réagir? Je pense que Chakib Khalil est un type honnête et qu'il a probablement subi l'influence de son épouse, à mon avis. C'est la photo qui lui fait dire ça. Bon, moi, c'est la lecture de la photo. Je suis physionomiste, donc. Il y a que moi qui rit. Bon, c'est pas gentil pour les femmes. Ça veut que c'est un peu, mais. Un peu misogyne, mais bon. Non, mais moi, il y a quand même mais disons, en dehors de cette parenthèse, disons humoristique, moi, je pense qu'il y a quand même deux problèmes qu'il faut qu'on arrive à poser là, au-delà du factuel. À mon avis, Chakib Khalil, on le sait depuis longtemps. Je veux dire, son nom est devenu synonyme d'escroc en Algérie au cours des dernières années. On considérait que c'était peut-être excessif. Bon, maintenant, on commence à avoir des éléments relativement clairs. Il y a des poursuites judiciaires dans tous les pays du monde, en Suisse, en Italie. Je veux dire, l'affaire, elle est claire. Bon, alors, le problème, il s'oppose à la levée du secret bancaire. Lui s'oppose à la levée du secret bancaire. Mais à chaque fois, c'est pour des motifs un peu différents. Bon, mais disons, il y a de très très nombreuses poursuites judiciaires contre lui, sa famille, etc. Je pense que la chose est parfaitement claire. Moi, la question qu'il faut qu'on se pose, il y a deux questions que moi je me pose. C'est est-ce que la première a un caractère strictement économique. C'est est-ce que depuis maintenant, l'affaire Chakib Khalil, ça fait 7 ou 8 ans qu'on en parle régulièrement, avec des rebondissements réguliers, etc. Bon, est-ce qu'on a progressé dans la connaissance qu'on a des mécanismes de la corruption en Algérie ? Je ne suis pas certain. Oui. Je suis pas certain. Je crois qu'on a progressé dans la connaissance de l'affaire Chakib Khalil, mais on n'a pas forcément progressé dans la connaissance des mécanismes de la corruption. Je me demande si elle n'a pas servi, si ça n'a pas été un petit peu. Je me demande si ça n'a pas été un petit peu l'arbre qui cache la forêt, si on n'a pas un petit peu, si vous voulez. Je me demande si chez nous, la presse, d'une façon générale, y compris les médias politiques, etc., disons, le cas Chakib Khalil n'a pas été traité un petit peu comme un bouc émissaire, comme une sorte de, disons, de façon d'exorciser, si vous voulez, le problème de la... Ça voudrait dire qu'il aurait agi tout seul. Tu es en train de dire que Chakib Khalil aurait agi tout seul? Non, mais c'est pas dans le plus grand... Dans ce qui serait le plus grand scandale. Naturellement, il n'a pas agi tout seul. Mais je veux dire, voilà, la focalisation sur Chakib Khalil, est peut-être une façon pour nous, disons, a été une façon pour nous de nous donner l'illusion qu'on connaissait mieux la corruption et qu'on connaissait tous les foyers qu'on connaissait bien les foyers de corruption qui, à mon avis, sont nombreux, qui vont au-delà du cas de Chakib Khalil, qu'on connaissait bien les mécanismes de la corruption, etc. Et c'est pas le cas. Je crois qu'on n'a pas progressé, disons, dans l'analyse, dans la connaissance rationnelle, objective des mécanismes de la corruption chez nous. On s'est focalisé sur le cas, sur Chakib Khalil, avec beaucoup de détails, etc. On a beaucoup progressé dans la connaissance. Il y a une lecture politique de cette affaire. Ça c'est la lecture économique que je voudrais faire. Moi, la lecture politique, c'est l'autre, c'est la question que je me pose. C'est où est-ce que ça nous mène? Où est-ce que ça nous mène? C'est-à-dire ces dernières révélations. Juste une question. Est-ce qu'on a un magistrat en Algérie qui comprend le système offshore, qui peut enquêter, qui peut convoquer un ministre? C'est simple. Je veux dire, dans cette affaire, pourquoi on ne demande pas des comptes à la justice? On a des magistrats, ils font quoi? Ils font quoi, nos magistrats? Non, mais est-ce qu'on a des magistrats? Le problème se pose au niveau de la justice, puisque toutes les affaires, que ça soit toutes les affaires Sonatrach, la GCA, l'autoroute Est-Ouest, l'affaire Khalifa, tout bloque au niveau de la justice. Sur le mécanisme, je pense que Hassan pose un bon problème. Je pense qu'on a aussi progressé sur la connaissance des mécanismes de la corruption. Dans les années de Boumediene, moi je me rappelle les anciens moudjahidines qui commençaient qui arrivaient aux responsabilités, etc. Enfin, c'était souvent des moudjahidines, la Ghalb. Ils prenaient un beau-frère, un cousin, etc. comme intermédiaire pour... ils sont souvent à la tête d'un office public, une entreprise nationale, pour toucher des pots de vin. Et ça s'est sophistiqué. On a dans le cas d'Autoroute Est-Ouest l'exemple des Chinois qui ont pris un facilitateur, Mejdoub, qui avait tous les pouvoirs pour faire en sorte que le projet avance vite. C'est-à-dire que partout où il y avait un goulot d'étranglement... Il intervenait et ça valait. Les paiements, faire valider les études, etc. etc. Eux ont fait un calcul économique. Ils ont considéré qu'ils dépenseraient 300-400 millions d'euros de plus pour cela, mais qui régleraient, ils éviteraient le cas de Kojal qui sont arrivés à ne pas finir leur projet, les Japonais du tronçon Est. On a une sophistication. Alors évidemment, quand on prend quelqu'un comme ça, après c'est à lui de trouver les mécanismes pour cacher comment il reverse les commissions, etc. Dans le cas de Khalil, on a une gradation encore avec
cette entreprise de Farid Bjaoui, qui est offshore, qui a des sociétés d'écran, etc. Mais le mécanisme est le même. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a la décision politique d'attribution du chantier, du contrat, et celui qui veut avoir le contrat cherche un moyen de le toucher. Quand on trouve le bon intermédiaire, le mécanisme se met en place. Oui. Juste pour avancer un petit peu dans le débat, parce qu'il faut qu'on évolue, Cheikh Ibrahim dit le DRS savait tout, pour revenir un petit peu au rôle des services, de l'ancien DRS, des services renseignement là-dedans. Il disait le DRS savait tout. C'est un peu comme une espèce de comme une petite attends. Alors justement je vais vous donner la parole. Il dit il savait tout, c'est un peu comme une espèce de menace à peine voilée, et le DRS jusque-là a eu le dos rond. Écoute, il y a deux choses. Il y a deux choses, DRS et pourquoi est-ce que c'est en train de changer, et ce phénomène-là. La première, c'est que Farid Bjaoui, tous ces gens-là, Chakib Khalil, ont pensé utiliser la mondialisation à leur profit avec un système qui est très sophistiqué, le compte chauve-souris, etc. Ils ne savaient pas que la mondialisation peut se retourner contre eux. Tout est pisté aujourd'hui. Il suffirait d'un magistrat qui fasse son boulot pour qu'on retrouve tous les comptes de Chakib Khalil et tout ce qui a été viré depuis des années. Donc, il suffit de faire une demande. Ça a été fait. Et de respecter les formes. Donc, ces gens-là, M. Saïdani défend Chakib Khalil, il ne sait pas qu'en étant à Paris ou à New York, on tape, on obtient tous les biens, actions, biens immobiliers du Chakib Khalil en France ou là aux États-Unis. Donc ça, c'est un instrument formidable. On comprend a posteriori pourquoi ça bloque un petit peu ici. La deuxième chose qui concerne le DRS, ça c'est peut-être cette affaire se déroule dans la boîte. Si on prend tout le personnel qui est impliqué dans cette affaire. Le président Bouteflika est le produit d'un organisme qui n'était pas encore le MALG et qui est devenu le MALG par la suite. Chakib Khalil a été envoyé en formation par le MALG. C'est Dahoud Qablia qui le dit publiquement, donc c'est une information qui est connue. Et donc, à ce titre, il a travaillé pour la boîte pendant plus tard. Ceux qui contre-attaquent aujourd'hui, que c'est Qadi Hassan, Toufiq Medine, etc., ils ont été au MALG, c'est les héritiers et les produits du MALG. Et donc, on se rend compte, Chani Mejdoub, l'histoire de l'autoroute, on se retrouvait avec un colonel du DRS. Oui. Et à des moments, on se demandait, ce type est là en tant qu'escroc ou là en tant que colonel? Il y avait cette confusion quand on lisait... oui. Et on se rend compte que toutes ces histoires se passaient dans quelque chose qui était institutionnel et qui est devenu quelque chose de très dangereux. Je sais pas si... Cerise sur le gâteau, Bjaoui, l'ancien ministre qui s'excuse d'avoir introduit Falcon, il ne savait pas qui était Falcon. Voilà. Tu es en train de dire, attends, excuse-moi, juste je voudrais qu'on avance parce que c'est important quand même. On a fait jusque-là comme si le DRS n'avait jamais existé et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des informations qui sont données, qui sont révélées et qui sont probablement aussi fuitées par d'anciens des services de renseignement. On s'en fiche. Nous sommes la presse et nous avons besoin d'éléments et on va essayer d'approfondir les choses. Ma question, c'est est-ce que ça veut dire que le DRS, jusque-là, s'il a eu le dos rond, c'est parce qu'il est impliqué? C'est ça que tu veux dire? Qu'il a été impliqué dans des affaires de corruption? Lui aussi, quand je parlais de mondialisation, le DRS a toujours filtré les informations. Il gardait certaines au nom de la raison d'État, des choses que le commun des mortels n'était pas supposé connaître. Aujourd'hui, il est rattrapé par la mondialisation. C'est intéressant ce que dit Abed Sharif. Moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est vrai, peut-être ça, comment dire, on peut en tirer des enseignements pour l'avenir. C'est vrai que jusque maintenant, disons, avant les affaires Panama Papers, etc., les commissions rogatoires récentes, avant l'affaire SwissLeaks, etc. Avant les lanceurs d'alerte. Avant les lanceurs d'alerte, on avait, disons, les dirigeants algériens, disons, en tout cas, je veux dire, les personnes qui exercent du pouvoir et qui utilisent ce pouvoir pour en tirer des bénéfices matériels, c'est-à-dire ce qu'on appelle la kleptocratie aujourd'hui, disons, dans la terminologie, disons, justement, de la mondialisation, eh ben, peut-être maintenant, ils vont se poser des questions. Et à propos de comment dire,
propos de sophistication, c'est vrai que l'exemple de Farid Bedjaoui, de Chakib Khalil, c'est un exemple de sophistication, disons, de la corruption. Effectivement, ils ont mis en place, on s'aperçoit qu'ils ont mis en place des mécanismes très compliqués de camouflage. Alors, attendez, ce que je voudrais vous dire... Il faut convoquer Abdullah. D'accord. Non, mais je termine rapidement là-dessus. Je termine rapidement. Non, mais je vais vous dire une chose. Franchement, il faut dire, on a travaillé sur des affaires concrètes. Je peux vous donner l'affaire du port d'Alger. Elle n'est ni sophistiquée, ni rien du tout. Il y a une implication très claire de colonel du DLS. Il y a des enquêtes où le DLS a bâclé exprès pour des intérêts. Il faut arrêter de nous faire croire que ces colonels ne sont pas adaptés au monde sophistiqué. Ils ont fait des grandes écoles, ils voyagent, ils savent pas ce que c'est. Je ne crois pas qu'ils savent pas ce que c'est. Il y a des affaires où ils ont bâclé. Prenez l'affaire du port d'Alger, je peux vous ramener le dossier. La Cour suprême vient de faire un arrêt de renvoi où elle explique que cette affaire, elle s'appuie sur rien. Il y a quelqu'un qui est mort en prison. L'affaire est avec Dubai Paul World. On condamne des cadres de l'EPAL. Il y a des milliers d'affaires de corruption où des gens sont entrés en prison pour rien, mais absolument pour rien. Et on peut remplir tout un studio avec ces affaires-là. Est-ce que cela signifie que le DLS n'était pas adapté à la sophistication du monde? Pas du tout. Il y a des affaires qui ont été bâclées, qui ont été, etc. Donc voilà, il y a une implication tout court de cette institution. Elle doit rendre des comptes. Ce que je comprends pas. C'est important pour les gens qui nous écoutent. Ils nous ont fait la réflexion à plusieurs reprises. Je comprends pas pourquoi on demande autant de comptes à Chakib Khalil. Je suis tout à fait d'accord. Ce monsieur doit rendre des comptes, etc. Et pourquoi on ne demande pas des comptes au général Hassan, Ben Hadid, tous les autres, qui nous expliquent pourquoi leur institution, lorsqu'eux ils étaient aux commandes, il y a des gens qui sont morts en prison, ils sont innocents. On a le droit de comprendre aussi, non? Je peux dire sur ça quelque chose qui est très simple, parce que vous vivez dans une fiction, la justice. Il faut enlever ce mot du vocabulaire. Ça n'existe pas. Si on... Pourquoi certains journalistes ont défendu Zormati, ils ont dit qu'il est innocent, etc. Je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Moi, je parle pour moi. La justice n'existe pas. La question, j'ai cru capter une question tout à l'heure, je crois que c'est celui-là c'est toi qui l'as posé. C'est toi qui poses des questions, quand même. Pas toutes, mais bon, oui. Pourquoi l'ex-DRS a tardé à réagir? Elle me semble importante. Voilà. Pourquoi elle a tardé à réagir? En fait, l'ex-DRS a été un peu comme nous, un peu sonné par l'évolution rapide de la situation. C'est-à-dire, il y a 4 mois au début de l'année, quand on faisait Café Presse, est-ce que l'un d'entre nous envisageait le retour de cette façon-là de Chakib Khalil, avec son déploiement triomphal à travers le pays, dans les zaouïas, triomphal entre guillemets, les plateaux de télévision, etc. Ils ont accusé le coup. Le profil du général Toufiq fait que, en règle générale, il réagit pas à chaud. C'est connu, c'est c'est un homme d'équilibre, de calcul, prudent, c'est l'expression que j'ai utilisée, dans l'opérationnel. Il a fait le dos rond. Non pas parce que il était impliqué du côté des corrompus, pas du tout, mais parce que c'est lui qui était dans les cordes en train d'encaisser. C'est son enquête qui était déconstruite, démantelée, relayée par la presse pour dire c'est du pipeau dans un nuage, machin, etc. Nous, on sait que c'est pas du pipeau. Moi, dès le premier jour ici sur ce plateau, j'avais dit nous avons des éléments qui nous permettent de dire que Chakib Khalil était vraiment un délinquant au col blanc. Alors aujourd'hui, pourquoi la réaction arrive aujourd'hui? Pourquoi la réaction arrive? Parce que il y a une inquiétude politique. Oui. On n'arrive plus à... Au départ, on regardait ça d'un air amusé. On disait où il va où ce monsieur. Oui. Et maintenant, il y a de vraies inquiétudes. Du côté de Zeralda, du côté de l'opposition, il y a des barons, entre guillemets, de l'opposition, j'irai pas plus loin dans le détail pour ne pas contenter notre ami Abed, qui ont été voir le général Nzar pour lui dire qu'est-ce que vous faites les anciens devant ce spectacle. Il y a des anciens du DRS qui ont mis la pression sur le général Toufiq pour lui dire qu'est-ce qui se passe, c'est notre honneur qui est bafoué. Maintenant les Algériens vont dire il est innocent. Et donc c'est le moment de réagir. Moi je considère que le papier d'Algérie patriotique d'hier est le début d'une contre-attaque. Je dis pourquoi dès le début d'une contre-attaque, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été gardés par devers. Toutes les munitions n'ont pas été utilisées. Il y a beaucoup d'éléments confondants Khalil et sa famille, qui sont gardés et on le comprend dans le texte. Ouais. Et donc voilà, dans les jours et les semaines qui viennent, on va observer si ça continue de la même façon. Il faut s'attendre à ce que de plus en plus les sorties de Khalil, si elles se poursuivent, vont être accompagnées de papiers de fuite sur de nouveaux aspects, sur l'enrichissement personnel de la famille Khalil. Est-ce que le risque dans les semaines à venir, ce n'est pas que, plutôt ça serait que toute cette affaire éclabousse, c'est-à-dire un niveau supérieur à Khalil, c'est-à-dire le clan présidentiel. Là, on n'a pas de preuves. C'est une piste qui a été évoquée ici, mais jusqu'à aujourd'hui, il faut dire qu'on n'a pas de preuves. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de preuves. De l'enrichissement personnel de Saïd Bouteflika, pour être précis. Par exemple. De l'enrichissement personnel de Saïd Bouteflika via de rétrocommissions de l'affaire Sonatrach.
il n'y a pas de preuve. Alors, ça, il n'y a pas de preuve. Alors, ce qui est important de relever aussi, pourquoi Khalil est revenu des États-Unis? Quel est le rôle de Khalil? Est-ce que c'est pour le protéger? Est-ce que c'est pour lui attribuer... un rôle politique. Oui, un rôle politique, mais je veux dire, il serait vraiment naïf de lui attribuer un rôle politique avec autant de casseroles. Tous les amis du clan présidentiel le disent, ils l'affirment dans les salons. Oui. Vous partez dans les hôtels, tous les amis du clan présidentiel disent on veut de lui comme conseiller ou comme un poste, parce qu'ils n'ont plus personne. C'est pas si c'est bien. Non, mais attends, je vais vous le dire, moi j'ai discuté avec... On a senti un peu que tu avais discuté ces derniers temps. Non, mais je discute tout le temps. Mais quand je discute avec toi, mon cher, quand je discute avec toi, vas-y, Abdou, c'est ton droit, et même on le demande. Non, comme j'ai discuté avec certains... Avec l'autre camp, donc... Si je peux m'exprimer, quand je discute avec certains anciens du DRS, je discute aussi avec les gens du clan présidentiel, ils le disent, on veut de Chekib Khalil comme conseiller, comme poste, etc. Pour la simple raison, ils le disent. C'est pas un Yahya ou un Sellal qui peut les sortir de la crise. C'est pas avec ce niveau intellectuel trop bas. Oui. C'est pas avec des Sellal ou des Yahya qui vont sortir. C'est-à-dire qu'ils présentent il y a trois courants. C'est-à-dire pour eux, Khalil est une m'expliquer. Est-ce que je peux juste m'expliquer? Ce que j'ai comme information, il y a trois courants. Il y a le premier courant qui veut que Khalil occupe un poste de conseiller à la présidence. Selon moi, Ouihia ne veut pas de ça. Il y a un deuxième courant qui veut placer Khalil comme à l'OPEP pour contrecarrer les Saoudiens et les Qataris. Troisième courant, il y a un courant qui veut placer Khalil comme ministre. Voilà les trois courants un peu qui bouillonnent au sein du clan présidentiel. Quel est des trois courants qui va l'emporter pour l'Algérie, pour l'économie algérienne? Si la corruption... Mais il est où l'intérêt des l'économie algérienne? Vous êtes en train de parler de succession, là c'est quand même important, vous êtes en train de parler de succession, on va y revenir dans un petit instant. Juste dire au passage que si la corruption jusque-là est devenue un obstacle pour la succession, elle est un élément central aujourd'hui dans le retour des grands équilibres auxquels avait appelé cette semaine Ahmed Yahya. Et là, ça concerne tout le monde. Ça concerne la présidence, ça concerne également le DRS. On en reparle dans un petit instant si vous le voulez bien. On prend une petite pause et on revient. Merci de nous accompagner jusqu'au bout. À tout de suite. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Bon voilà, c'est reparti pour la suite. Les débats sont chauds, hein, même hors antenne. On continue à revenir sur cette actualité. J'avais posé une question juste avant de céder l'antenne pour revenir. Et je disais, la solution qui préserve les grands équilibres aujourd'hui, qui est souhaitée par Ahmed Yahya, est-ce qu'elle peut être l'île? Ça peut vous paraître ironique. Je ne suis pas très convaincue de ce que je dis, mais bon... En tout cas, pour régler le problème de l'économie, de la crise, des chiffres qui ont été avancés cette semaine et qui font froid dans le dos. J'ai rencontré hier, j'ai un ami avec qui je discute de temps en temps. Il m'a dit la situation évolue de manière telle qu'on est en train de mettre un doute sur Khalil, remettre en doute les accusations contre lui, etc. Je lui dis que tu te trompes. C'était Khalil, pour 95% des Algériens, était quelqu'un qui est coupable. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. On a réussi à démolir les accusations contre Khalil partiellement, et c'est en train d'avancer. Et moi, je trouve que c'est un résultat extraordinaire. C'est pas bien ce que tu dis, tu es en train de casser toute la première partie. Dans le contexte de... Alors, la question, c'était effectivement, Abdou Samar en a parlé, je pense que dans une large mesure, il y a... nous, on ne mesure pas suffisamment le stress qui s'est emparé du clan présidentiel. Il faut bien regarder que la boussole politique n'est plus là. Abdelaziz Bouteflika est out. Il ne préside plus, il ne décide plus rien. Et on le sent, de toute façon, dans la façon dont sont conduites les affaires publiques. L'incident avec la France, par exemple, la façon ridicule dont ça a été tourné en incident diplomatique, convocation comme si le monde était comme si le Quai d'Orsay était responsable de ce que faisait le journal Le Monde. Bien, on sent qu'il y a une perte de substance très forte dans le camp présidentiel. Et c'est ajouté à cela une situation économique
qui va en se tendant de manière vertigineuse. On peut comprendre que dans ce contexte-là, on se soit mis à rechercher le renforcement de la boîte à idées, dans un premier temps. Le renforcement de la boîte à idées. Dans le camp présidentiel, Benachnou est en rupture de camp. Abdelatif Benachnou, il est passé chez nous à Radio 1, il nous a dit, je ne sais pas qui voit le président. Donc lui, il est à l'écart. Zerhouni, qui était là, le patriotique, entre guillemets, du clan présidentiel, est aussi out. Il n'y a plus de... Voilà, Tamar, j'en parle pas. Donc, Khalil, Saïd Bouteflika peut voir aujourd'hui Khalil comme un recours, le mettre à côté de lui, essayer de voir comment comme au début. Khalil, c'est... ça peut être... Khalil, je dis une phrase. Khalil, c'est le général Bijar, chef de région militaire dans l'Algérie indépendante. Oui, on est du point de vue, une seconde, juste je termine. On est du point de vue d'une équipe qui a concentré tous les pouvoirs en Algérie et qui est face à une situation qui est en train de se dramatiser. On a publié les chiffres du déficit budgétaire les deux premiers mois de l'année. On est presque à 60% de la prévision annuelle. Sur 2 mois, on a fait 60% de la prévision de déficit annuel. On a lancé l'emprunt au pas de charge pour essayer de boucler cette année. Le FRR est terminé, le fonds de régulation est terminé avant la fin de l'année. La situation est grave. Donc dans ce contexte-là, on peut penser aussi que Khalil a vendu sa compétence. C'est-à-dire que Khalil a dit, voilà ce que vous avez fait, vous ne m'avez pas protégé, vous m'avez jeté, et aujourd'hui vous êtes dans la difficulté, moi je peux vous aider. Il y a une possibilité de deal de ce type-là. Maintenant, comment ça peut se traduire en termes de réponse? Si je peux parler des faits, parce qu'on a parlé beaucoup de commentaires, je pense qu'il y a les faits. Les faits disent quoi? Les faits disent qu'au sein actuellement, dans l'équipe actuelle dirigeante, il y a des dissensions énormes. Tout le monde sait qu'entre Bouchouel et Psellel, ça ne passe pas du tout. Tout le monde sait que le bilan de Bouchouel, comme le bilan de Psellel, comme le bilan de Amalro, personne n'est content d'eux. Tout le monde sait que les Bouteflika savent très bien s'ils doivent s'en sortir et doivent réussir au moins une transition économique. Ils ont quoi dans leur clan? Non, eux, ils le font vraiment. Ça marche pas. Tout le monde sait. Je parle des faits, monsieur Chalef. Je parle des faits, eux, comment ils réfléchissent. Goul, je pense que. Non, moi, je pense pas. C'est ce que eux pensent. Moi, je suis journaliste. Je suis pas en train de traduire ma pensée. Je suis en train de traduire ce qu'eux, ils pensent. Écoutez-moi sur une phrase. Mais de gauche, tout le monde sait. Tout le monde sait. Moi, je fais partie du tout. Je parle pas de tout le monde. Je ne sais pas. Les faits sont là. Les gens avec qui c'est pas des faits. Les faits sont là. Je suis dans une télévision qui était, par exemple, pro-Psellel. Quand j'essaie de parler contre Bouchouel, ils me disent oui. Donc, il y a des rapports de force. Moi, je les subis, je les vois devant mes yeux. Donc, peut-être toi, tu les vois pas. Moi, je les vois devant mes yeux. Donc, les gens du clan présidentiel, et ils disent on a qui? Mis à part Khalil, personne. Khalil, pour eux, il connaît les mécanismes de l'OPEP. Ils savent très bien que face aux Saoudiens, selon eux, simplement, je ne traduis pas mes pensées. Là, je suis journaliste, attention, là, je suis journaliste. C'est pas le chroniqueur qui parle, c'est pas le citoyen. Moi, je parle en tant que journaliste. Pour eux, c'est lui qui peut rétablir les rapports de force avec les Saoudiens au sein de l'OPEP. Pour eux, il a un carnet d'adresse à Washington. C'est très important pour eux, il y a un carnet d'adresse à Washington. Pour eux, attendez, je termine, je vous donne leurs arguments. Parce que j'ai comme information, encore une fois. C'est pas Abdou Samad qui parle, moi je suis pas membre du clan présidentiel. Sinon, j'aurais pas eu des retards de 2 mois de paye. Donc voilà. De droit, pour eux, leur carnet d'adresse leur permettra d'avoir un endettement extérieur, il va les aider. Ils le disent. Quand ils vont demander un endettement extérieur, qui va être leur ambassadeur? Psellel, avec ses blagues. Ou Yahya qui connaît rien à l'économie. Khalil pour eux. Non, mais eux ils le gonflent, mais eux, pour eux c'est le sauveur. Pour eux c'est le sauveur. Pour eux c'est le sauveur. Ça ne peut pas être la caution pour permettre à ce type de discours d'être énoncé. Je suis un khaldounien, moi. J'ai un regard critique sur les situations. Quand on me dit... C'est pas son point de vue. Khalil, non, c'est un type qui tient ce discours, un type du FLN qui te dit Khalil est crédible auprès de Saoudiens. On ne discute pas avec lui, on lui donne une gifle ou un coup de pied. Comment tu vas discuter avec un Saoudien qui pèse 1000 milliards de dollars? Comment un type qui est accusé comment il va discuter avec lui? C'est irrecevable. Mais ça, c'est argument. Il était accusé de corruption, il a discuté avec tout le monde. Alors, tout le monde croit pas. Soyons sérieux, les amis. Il n'a pas discuté avec les Qataris, avec les Attendez. Oui, Hassan. Ok, Hassan. Ne soyez pas aveuglés par vos commentaires. S'il vous plaît, parce que les gens, c'est important que les gens nous écoutent tous, un par un. On nous a fait la réflexion et il faut qu'on change. Oui, Hassan, vas-y, le micro, s'il te plaît. On peut parler de la situation économique. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une période un petit peu, disons, survoltée aujourd'hui. Bon,
tout le monde réagit de façon un petit peu survoltée, y compris la presse, etc. Tout le monde a pris, à mon avis, un petit peu trop l'habitude du sensationnel, de l'information sensationnelle, et de présenter les choses de façon sensationnelle. Moi, je pense que Chakib Khalil, on a cherché à présenter les choses de façon sensationnelle, en nous disant il est venu pour devenir président de la République. À mon avis, c'est pas vraisemblable. C'est pas vraisemblable. Il peut pas devenir président de la République. Il peut pas devenir Premier ministre. Il peut pas devenir ministre de l'énergie, etc. Il pouvait pas. À mon avis, c'était exclu dès le départ. C'est pas du tout l'hypothèse de départ. Moi, je fais deux hypothèses. Soit c'est son ami d'enfance qui lui a dit tu es dans ton pays, l'Algérie c'est ton pays, reviens dans ton pays, viens mourir dans ton pays, viens terminer ta vie dans ton pays. Soit il y a une autre hypothèse, c'est l'hypothèse de l'Algérie comme sanctuaire sur le plan juridique. C'est-à-dire que il est possible, moi je ne suis pas au courant de tous les dossiers, mais il est possible qu'à l'étranger, compte tenu des poursuites judiciaires qui ont été engagées à l'étranger, la situation de Chakib Khalil à l'étranger, y compris aux États-Unis, soit devenue, disons, fragile, qu'il ait ressenti une menace et qui recherche, c'est une hypothèse, je ne suis pas au fait, qui recherche en Algérie un sanctuaire juridique, je dis. Hassan, il est venu chercher en Algérie un sanctuaire. Il y a trois courants. C'est une hypothèse, d'accord. Bon, non, ce que je voudrais dire, voilà. Ce que je voudrais terminer là-dessus sur ce point, en disant, à mon avis, avec les dernières informations qu'on a là, disons, l'hypothèse, c'est-à-dire d'un Chakib Khalil qui reprendrait des responsabilités, même des responsabilités de conseil, ça me paraît complètement évacué. Voilà, la suite politique me paraît claire. Il n'était pas question. Attendez. Pourquoi il fait tout ça? Non, s'il vous plaît. Pour se racheter une virginité, justement. Il agit en politique. Il est clair qu'il agit en politique. Abdo, s'il te plaît, il n'était pas question qu'on fasse une émission entière sur Chakib Khalil, ni de parler de succession aujourd'hui, parce que c'est un gros dossier et nous aurons l'occasion de le faire de toute façon. Je voudrais qu'on parle économie, si vous le voulez bien. On s'est intéressé à ces comptes offshore. Intéressons-nous aux comptes officiels aujourd'hui. On a dit la sonnette d'alarme est tirée. Le fonds de régulation des recettes a atteint le fond, 666 milliards de dinars prélevés les 2 premiers mois de l'année. Je vous laisse ceux du déficit, je vous laisse les autres chiffres. À ce rythme, est-ce qu'on va sur les détails? Les dépenses de fonctionnement, d'investissement, c'est inutile. L'année 2017, c'est vraiment 2017 on va à l'essentiel. Le gouvernement n'a plus de prise sur les dépenses. Ça y est, les choses fonctionnent. Il y a une machine qui s'est emballée et le gouvernement regarde parce que les mesures à prendre, il est incapable de les prendre. Il faudrait un gouvernement beaucoup plus fort, beaucoup plus légitime, beaucoup plus compétent pour le faire. Maintenant, les spécialistes sont en train de regarder les courbes, quand est-ce qu'elles vont se croiser. C'est-à-dire le FFR, quand est-ce qu'il va s'épuiser ou là. Et on est dans un pays où gouvernement, administration, présidence de la République regardent les choses se faire de manière totalement autonome par rapport à eux. Oui. C'est un pays qui n'est plus gouverné, totalement. Il fonctionne par les impératifs de fonctionnement, par une mécanique qui s'est emballée, et puis voilà, et c'est tout. C'est une lecture idéologique, oui. Les faits disent le contraire. Ils ont une feuille de route. Hassan, toi-même, tu as écrit un papier. On ne sera pas le Venezuela de demain. Ils ont leur stratégie. C'est pas pour la feuille de route. C'est grâce aux réserves. C'est grâce aux réserves. C'est mon article, je peux l'interpréter. Non, mais je voulais juste compléter. Ils ont une stratégie. Baba Amel a parlé hier. Il a dit que c'est des choses qui ont été budgétisées, qu'il fallait continuer. C'est son argument. Eux, ils tablent sur un retour du pétrole à $60. Ils croient que le dollar va encore monter. Ils ont leur stratégie. Peut-être qu'elle est mauvaise, mais ils ont leur stratégie. L'emprunt obligataire, c'est une erreur. L'amnistie fiscale, etc. L'impôt, on m'a dit qu'il y aura une loi complémentaire où il y aura un impôt sur la fortune, etc. Donc ils ont un semblant de stratégie. Je dis un mot sur le semblant. Je pense encore Est-ce que je peux dire un mot sur le semblant de stratégie? Un mot sur le semblant de stratégie. La stratégie du gouvernement Sellal, qu'il doit faire évoluer en modèle de croissance bis, alternatif, parce qu'il nous a promis pour le mois d'avril. Là, on est le 12 mai, il n'a toujours pas fait. Voilà, donc ce sera pour le mois de mai. Tant mieux, on l'attend beaucoup. Moi, j'ai un ancien responsable de la Banque d'Algérie qui m'a fait faux bon la semaine dernière, parce qu'il attendait l'apparition de ce modèle, de ce nouveau modèle pour le commenter. Bien. En attendant, que fait le gouvernement? Le gouvernement essaie de rattraper les recettes qu'il a perdues du côté du pétrole, de la fiscalité pétrolière. Il essaie de les rattraper en tapant dans l'épargne nationale. En tapant dans l'épargne nationale. On peut en faire un débat de spécialistes, mais tout le monde est inquiet parce que ça peut être un véritable
effet d'éviction pour l'investissement. Les dépôts des entreprises qui ont de la trésorerie vont aller financer le déficit de l'État, vont aller financer des salaires, au lieu de financer de l'investissement d'autres entreprises. Voilà, donc on est dans ce modèle. Et on essaie donc de récupérer au niveau des recettes. Alors que tous les spécialistes dont parlait Abed tout à l'heure regardent la courbe des dépenses et ce qu'il faut faire pour que les dépenses s'ajustent. Il y a un ajustement des dépenses à faire. Et de ce côté-là, il y a toujours un verrou politique qui s'appelle la présidence de la République, précédemment Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui Saïd Bouteflika, qui fait qu'on ne veut pas toucher à ça parce qu'on considère qu'on va aggraver la situation. Et il y a toujours cette illusion qu'il y a dans pas longtemps un possible retour, une résilience par la remontée des prix. Ça existe toujours. Moi, sur ce point, je voudrais continuer. Alors, sur mon idée, je pense qu'il faut éviter de tomber dans le sensationnel. Hein. Moi, je pense, depuis 2009, je pense que j'ai été le premier, d'ailleurs, dans la presse nationale, à attirer l'attention sur le dérapage des dépenses publiques. J'ai même inventé des formules qui s'appelaient fièvre dépensière de l'État, etc., qui ont eu du succès, je pense. Le fait que les finances publiques soient dans une, situation délicate, on le sait depuis des années. C'est la fièvre dépensière. C'est pas tes papiers, malheureusement. Non, mais je veux dire, non, cette expression-là, je veux dire, voilà. On le sait, ça, que les finances publiques sont en difficulté. Sur le plan, on sait qu'on va avoir des problèmes plus graves en 2017, probablement, qu'en 2016. Moi, je pense que les gens qui n'ont pas aimé la loi de finances 2016, ils vont détester la loi de finances 2017. Je pense que ça va être... effectivement, il y a des mesures difficiles à prendre. Sur le factuel, c'est-à-dire, il faut éviter le sensationnel, c'est-à-dire sur le factuel, sur les 2 premiers mois d'année, c'est la première fois en Algérie qu'on publie des chiffres sur l'exécution budgétaire en janvier-février. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Je suis ça depuis 25 ans, j'ai jamais vu ça. À mon avis, c'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement. C'est-à-dire que, on sait, techniquement, on sait ce qui s'est passé. Ça peut pas s'interpréter. C'est des dépenses exceptionnelles. Non, c'est des dépenses exceptionnelles. C'est des procédures budgétaires. Voilà. C'est des procédures budgétaires. On a décidé de, disons, comment dire. Mais dans une situation de crise, on est en droit oui, de se poser la d'accord. question. Alors, je vais venir là-dessus. D'accord, mais je vous dis non, mais me dites, vous êtes en train de dire qu'il y a un dérapage grave et que l'État ne contrôle pas les dépenses. Non, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de dérapage grave. Disons, l'État contrôle les dépenses. Je pense que les prévisions de dépenses, disons, pour 2016 seront respectées. Je pense qu'elles seront respectées. Il y a juste en janvier-février, on a, si vous voulez, on a inscrit des restes à réaliser de 2014, 2015, etc. sur le plan de l'investissement. C'est ce qui explique qu'on ait un profil budgétaire en janvier-février qui est complètement, une anomalie par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, c'est tout. Mais disons, en gros, c'est-à-dire, les dépenses d'équipement en janvier-février ont augmenté de 275% par rapport à, à janvier-février 2015. C'est absurde. Voilà, si, oui, on été budgétisés avant, on les connaissait. Voilà, on le savait. Il n'y aura pas, si vous voulez, il n'y a pas eu de dérapage des dépenses. Voilà, il n'y a pas de dérapage des dépenses et il n'y aura pas de dérapage des dépenses. Je pense que les prévisions j'ai pas de doute, en tout cas, il est impossible que les dépenses d'équipement dérapent. C'est pas possible. Techniquement, c'est impossible. Il peut y avoir un problème de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Il peut y avoir j'ai un doute sur les dépenses de fonctionnement. C'est une exception, c'est pas grave. Moi, je pense que ça va être... Je suis très pessimiste, en tout cas. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide et il faut s'attendre non pas à la loi de finances 2017, mais à la loi de finances complémentaire 2016, où il va y avoir des mesures et des augmentations, notamment en termes de carburant, d'énergie, d'eau et peut-être même la levée de certaines subventions. Où Yahya en a parlé un peu. Il a dit que le système de subventions allait changer. Il a parlé en tant que secrétaire général réélu du RND, mais aussi en tant que directeur de cabinet. Même s'il n'a pas... Il ne faut pas faire peur aux gens. Non, il ne faut pas faire peur aux gens, mais il faut dire les choses clairement. La réforme du système de subvention, c'est pas en 3 mois qu'on va la faire, c'est pas dans la loi de finances complémentaire 2016 qu'on va la faire. C'est un truc sur 5 ans. Ils sont dans une logique d'urgence, ils sont tenus de prendre des... c'est évident, mais on va voir. D'ici le mois, la fin juin, début juillet, on saura à peu près ce qu'il va y avoir dans cette loi de finances complémentaires. Et je pense que ça sera quand même assez négatif. On peut comparer. On peut comparer. Alors, vous avez des opinions qui sont partagées. On peut comparer. Est-ce qu'on peut comparer avec le choc pétrolier de 86 et les démarches, démarches qui ont été... Alors, 86, alors on calcule. La baisse a commencé la baisse des prix du pétrole en juin 2014. Dans un mois, on sera à 2 ans. Si on prend 2 ans,
86, 88, c'est octobre 88. On est déjà dans l'émeute. Donc, il y a évidemment une maîtrise infiniment plus grande de ce contre-choc 2014-2016 par rapport à pour un tas de... Il y a beaucoup plus d'argent. Non, c'est à cause du génie de celle-là. Il y a essentiellement des réserves financières. Est-ce que qui permettent de gérer... mais tout le monde avait deviné que c'était pas le génie de la gouvernance. Bien. Laissez-le terminer pour que les gens puissent comprendre. Le principal facteur d'ajustement, il a été fait par un organisme qui n'est pas gouvernemental. C'est la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie a fortement dévalué le dinar. Elle s'est ajustée la première. Et encore une fois, merci au gouvernement Hamrouche de l'avoir rendue indépendante. La semaine dernière, j'ai salué le gouvernement Hamrouche pour la loi sur la presse. Cette fois, je le salue pour l'indépendance de la Banque d'Algérie qui a été reniée en 1997 par M. Ouyahia, ce qui nous a coûté le scandale Khalifa, mais qui reste aujourd'hui dans ses grandes lignes. Donc, M. Mohamed El-Qassi ne dépendait pas du politique et il a largement fait ce qu'il fallait faire. Il faut noter qu'en 1986, lorsque le prix du pétrole s'est effondré, la Banque d'Algérie a réévalué le dinar, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. A réévalué le dinar. C'est-à-dire qu'elle a rendu moins cher les importations. Ce qui a accéléré les effets du contre-choc. Donc, évidemment, il y a une gestion plus... Mais c'est exactement là que se niche le danger. C'est exactement là que se niche le danger parce qu'on a le sentiment que c'est maîtrisé. Mais les raisons pour lesquelles c'est maîtrisé, ce sont des raisons qui sont autonomes. C'est l'accumulation des réserves internes et externes. C'est le fait que les Algériens ont accumulé un peu d'épargne qui permettent aujourd'hui au gouvernement de revenir devant eux pour leur demander leur épargne. Ce sont des raisons éphémères. Et donc, quand il s'agira, et on est rentré dans le dur, d'affronter réellement les équilibres, il va falloir prendre des décisions, il va falloir de la compétence et de la légitimité. Il va falloir un gouvernement comme celui de Syriza en Grèce, qui soit bien élu et fortement porté par la population. On n'est pas dans ce cas de figure. Je pense qu'il y a un constat à faire. Je pense que pour dépasser une crise, il faut qu'il y ait une compétence, une légitimité, mais aussi une société civile et un peuple qui suit derrière pour un projet. Or, j'ai l'impression, moi, quand on sort dans la rue, que les Algériens n'y croient plus parce qu'ils voient leurs dirigeants qui font aucune concession. C'est un peu à cause de ton ami Khaled aussi. Hein. Non, pas que ça. Non, pas que ça. À cause du général Tofir aussi, à cause de toute une institution. C'est pas à cause de Khaled. Pourquoi les Algériens n'y croient plus? En pleine crise, on voit que les chalets de Club des Pins se construisent encore. Aucun projet qui concerne le privilège des dirigeants n'a été remis en cause. En pleine crise, on voit des ministres avec 3 véhicules. Moi, je comprends pas. On a une usine symbole. Qu'est-ce qui empêche un ministre algérien de rouler avec une symbole? Pourquoi acheter des Volkswagen, des Sauvag, flambant neufs, etc. Ce que les Algériens constatent. En pleine crise, on voit nos dirigeants dépenser et vivre avec un train principe, etc. En pleine crise, on voit un Bouchouareb qui assume, il dit devant des députés, je suis beaucoup plus riche que ce que le monde a révélé et je vous emmerde, pardonnez-moi pour l'expression. C'est ça le problème. C'est un problème de mentalité. Pour dépasser des crises, on l'a vu avec l'Espagne de Zapatero, on l'a vu avec l'Italie de Berlusconi, on l'a vu avec même la Russie de Poutine. Il faut qu'il y ait un projet national. Ça ne suffira pas d'avoir une légitimité. Demain, on peut ramener les meilleurs des meilleurs de HEC Paris et prendre le gouvernement en Algérie. S'il n'y a pas des citoyens derrière, s'il n'y a pas un mouvement général vers une autre Algérie, c'est pas possible. Voilà, je termine juste, c'est des faits, je ne fais pas de commentaires, c'est des faits pour moi importants. Il n'y a pas d'exemplarité. Les dirigeants algériens ne font absolument aucune concession sur leur train de vie. Moi, je suis choqué qu'un Club des Pins, on construit encore, qu'il y ait des dirigeants qui s'offrent des privilèges énormes et personne. Et là, la presse ne fait pas assez d'enquêtes là-dessus. Alors, je veux bien qu'on en veut à Chakib Khalid, mais il n'y a pas encore une fois que Chakib Khalid. Les anciens généraux, les anciens du DLS, continuent à occuper des fonctions, des logements de fonction. Un jour viendra un jour viendra peut-être où tout le monde devra rendre des comptes. Un dernier tour de table. Un dernier tour. Ça, c'est la feuille de route du gouvernement. Il a dit tout à l'heure que le gouvernement a une feuille de route sur le plan économique. Il vient de la dérouler. Elle est là. Elle est claire. Je suis pas au commande encore. Ça dit rien nous bouge. Voilà, il n'y a même pas besoin de commentaires. Tout à l'heure, j'ai dit que les comptes publics ont dérapé. Il a dit que ce n'est pas le cas. C'est une expertise, c'est un regard. Je rappelle qu'il nous avait dit il y a 4 ans, quand Cellella a été nommé, que son programme économique sauverait le pays. Donc voilà, on est dans ce type de on est dans ce type de situation. Il y a quand même quelque chose qui me rassure. Je peux trouver un point. Le ministre du Commerce. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce secteur avec l'histoire des concessionnaires. Ce type, je ne sais pas pourquoi, comment, ni pourquoi, je vais écrire un truc sur ça. Comment on l'a envoyé là-bas. On a réduit
le nombre de voitures importées, on l'a diminué par 7 par rapport à la néfaste 2013, je crois. Et donc, voilà. 87 000 au lieu de 150 000 d'ailleurs. Attends. Mais même 80 000 au lieu de 150 000 annoncés, au lieu de 500 000 il y a quelques années. 600 000 en voilà, même les chiffres, on est dans. C'est les ordres de grandeur qui sont importants. On se rend compte que c'est possible. Bon, ce qui va être démoli dans les semaines qui viennent, il ne faut pas se faire d'illusions, il va être démoli. Il y a un journal qui a annoncé hier qu'il a autorisé l'importation de la viande de porc. Et ça l'a obligé de faire un démenti, etc. Donc, il va être démoli. On parle de Blaeb Barti. Oui. Il n'y a pas que lui dans les concessions. C'est Bouchouel aussi qui est. Oui, voilà. C'est un conseil interministériel. Il y a aussi le. Il ne faut pas choisir les gens. Il y a Bouchouarel. Ce n'est pas les gens. Moi, je ne l'ai même pas cité. Je ne l'ai même pas cité. J'ai dit. D'accord. Vas-y, continue. Non, termine l'idée. Ce qui est important, ce n'est pas les détails, c'est l'idée. J'ai parlé d'un fait. J'ai dit il y a quelque chose qui se passe. Le pays. Mais moi, j'ai même pas cité la personne. Il dit qu'il y a quelque chose de positif qui se passe. On peut l'écouter jusqu'au bout. Il dit qu'il y a quelque chose de positif qui se passe. On peut l'écouter. Vas-y, termine. Non, c'est pas important. Et non, termine s'il te plaît. Laisse tomber. Je ne termine pas. Tu fais grève à la fin. Oui. Bon. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter ou la classe? On termine. Bon, alors c'est fini. Je suis venu en retard, là, je peux venir. Ah ben non, ben voilà, précisément parce que tu es en retard. C'est terminé. J'aurais voulu vous donner la parole encore pour... on aurait pu en parler encore pendant des heures, mais c'est fini. Bon, merci d'avoir été parmi nous. Merci de nous avoir éclairé sur un certain nombre de choses. Une actualité sur laquelle on va certainement revenir les prochaines émissions. Je vous souhaite une belle semaine et à jeudi prochain.